Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique, justice et relations internationales. Dans la première partie de l'émission, nous parlerons de l'actualité ivoirienne marquée par les mouvements de protestation contre la candidature du président Ouattara à la prochaine présidentielle, la convention du RHDP qui a investi son candidat, la conférence de presse du procureur de la République adjoint, les offres politiques que proposent les différentes chapelles à 2 mois de la présidentielle et la situation au Mali, 5 jours après le putsch qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Basile Gouali Dodo. Il est député, membre du bureau politique du PDCI RDA. Et justement, pour aborder ces questions, je reçois pour vous, chez vous, pour décrypter, commenter, analyser l'actualité, Félix Boni, il est journaliste éditorialiste. Guillaume Bateau, journaliste au quotidien Notre Voix. Aristide Nkenda, il est journaliste éditorialiste. Professeur Bogui, il est maître de conférence au département communication de l'université Félix Houphouët-Boigny. Doumbia Major, docteur en sciences du langage, proche du RHDP. Et Diabaté Bey, vice-président du FPI. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Alors, tout d'abord, les mouvements de protestation contre la candidature du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Dans plusieurs villes, la marche de l'opposition a viré à une destruction de biens et des affrontements ayant occasionné de nombreux blessés vendredi, notamment à Beaunois. Le film d'une journée chaude à Beaunois, et on en parle juste après. Un sujet de Pierre Accro. Sur cette vidéo, un appel à la marche des femmes de l'opposition hier. Nous leur demandons de nous encadrer. Nous leur demandons de nous sécuriser. C'est tout ce que nous leur demandons. Et donc demain, nous en appelons à la mobilisation de toutes les femmes. Un message entendu dans plusieurs villes du pays, dont Beaunois. Dès 7 h du matin, des centaines de personnes se sont massées sur l'artère principale de la ville pour manifester contre la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les leaders de la marche, qui se revendiquent de tous les bords de l'opposition, affirment leur détermination à occuper les rues en dépit de l'interdiction de manifester, issue mercredi après le Conseil des ministres. Tous les mouvements de l'opposition sont représentés. Le PDCI, le FPI, LEADER, le RACI, ING, la société civile et le CONGEP, tous sont dans ce mouvement. La gendarmerie nationale présente sur les lieux tente de dissuader les manifestants avant de se résoudre à les escorter. Partis de Beaunois, ils ont rallié Yaou avant un retour à Beaunois. Plusieurs témoins affirment avoir reçu des projectiles lancés par des opposants à la manifestation. Une femme aurait été blessée. Un acte de violence qui a embrasé la ville de Beaunois, donnant lieu à des affrontements. Armes blanches en main, jets de pierre, commerces pillés. Une ambiance lourde dans la ville qui a forcé l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les attroupements. Une atmosphère irrespirable dans la ville, qu'ont tenté d'apaiser plusieurs leaders de la communauté. Ils ont bien démarré la marche ce matin, mais jusqu'à une heure où il y a eu vraiment des éléments incontrôlés qui ont pénétré leur marche. Aujourd'hui, ils sont débordés et ça risque de devenir une guerre intercommunautaire. Et c'est ce que nous voulons éviter. Moi, je suis chef de village. Je ne mêle pas de la politique, mais je voudrais qu'on vive en bonne symbiose, en bonne intelligence. Je ne voudrais pas qu'il soit de politique, on mène les peuples, les ressortissants qu'on les mène. Il faudrait que les politiciens fassent leur politique et qu'ils laissent nos ressortissants, nos frères ressortissants qui vivent à nous, qu'on les laisse en paix. Pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Beaunois avait déjà été émaillé de violences le jeudi 13 août au cours d'une marche organisée par l'opposition. Des violences qui ont fait un mort et causé des dégâts matériels importants. Pour l'heure, le bilan de cette nouvelle journée de violence à Beaunois reste inconnu. Comme Beaunois, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, notamment Divo, ont connu des mouvements de protestation émaillés de violence. À quelques 2 mois de la présidentielle ivoirienne, l'atmosphère devient de plus en plus chaude. Il y a des raisons de s'inquiéter. Messieurs. Oui ? Je pense que c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons ces violences. Je voudrais d'entrée dire que je ne suis pas proche du RHDP. J'ai un parti politique, le CPR, Congrès panafricain pour le renouveau. Je suis analyste de discours. Très bien.
Alors, dit que quand nous voyons des violences pareilles, avec des gens armés de machettes, comme vous avez vu, ce ne sont pas des manifestants aux mains nues, ce sont des gens qui s'attaquent à des biens de personnes, ce sont des gens qui souvent s'attaquent à des individus sur la base ethnique et communautaire. Ce n'est pas correct. Mais il faut dire qu'il y a une sorte d'écosystème politique qui, n'est-ce pas, a créé, n'est-ce pas, une sorte de lit à travers des discours politiques qui ont formaté les consciences. Et je vais parler notamment des discours des gens comme Bédié, qui dit clairement que les militants, par exemple, du RHDP sont des étrangers, que ce soit à Paris, à Saint-Fra ou à Yamoussoukro. Il le dit clairement. Il fait croire à une certaine partie des Ivoiriens que notre pays est envahi par des gens, et il le dit à Bobo, qui viennent, on leur donne des cartes d'identité. Bobo, il avait touché du doigt la question de l'orpaillage clandestin. Il a touché la question de l'orpaillage clandestin, et je le dis, en stigmatisant, en disant que ce sont ses adversaires qui font venir des étrangers qui, sous le couvert de l'orpaillage, en réalité sont des mercenaires qui sont positionnés pour, en temps opportun, tuer les Ivoiriens. Ce sont des propos trop graves. Donc, si je vous comprends bien, pour vous, le discours de nos hommes politiques ne favorise pas une certaine cohésion sociale. C'est un discours qui a formaté la conscience à la haine. C'est une incitation à la haine. Quand on dit aux gens de se préparer, parce qu'il y a des gens qui sont dans le pays, tapis dans l'ombre, sous le couvert de l'orpaillage. Quand on dit aux populations que à Bobo, des adversaires politiques font venir des étrangers auxquels on donne des cartes d'identité, certains restent, d'autres partent, c'est pour fausser les élections. Et c'est, n'est-ce pas, pour faire de nous, les Ivoiriens, des étrangers dans notre propre pays, et nous ne devons pas accepter cela. C'est une préparation des consciences des populations à, n'est-ce pas, des programmes. Très bien. Et c'est les conséquences que nous voyons aujourd'hui. Nous reviendrons à vous. Guillaume Bateau. Oui, d'abord, je voudrais m'incliner donc devant la mémoire de tous ceux qui ont malheureusement perdu la vie au cours de ces manifestations, déplorer, moi aussi, toutes les violences qui sont constatées ici et là. Qu'est-ce qui a provoqué ces manifestations? C'est la volonté du président Ouattara de briguer un troisième mandat contre notre Constitution. Mais est-ce qu'on ne peut pas manifester contre une nouvelle candidature du chef de l'État sans en arriver à ces violences? Mais votre reportage l'a dit clairement. Les manifestations de Beaunois ont commencé pacifiquement. Et vos confrères l'ont montré. Les gendarmes sont même résolus à les accompagner. Ils sont allés jusqu'à Ayaou. Et c'est au retour, et dans votre reportage, le premier intervenant l'a dit, il y a eu des infiltrés. Donc, c'est ça. Les manifestations commencent généralement pacifiquement. Et quand les forces de l'ordre les encadrent, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans beaucoup de villes où ça n'a pas dégénéré. Mais on a vu aussi, vous avez vu le rapport d'Amnesty International sur les premiers jours de la marche qui a dit que les forces de police ont soutenu des individus armés d'armes blanches qui ont attaqué les marcheurs. Donc ce sont ces situations. Sinon, si les marches sont encadrées, elles restent pacifiques et votre reportage l'a bien montré. Aristide ? Oui, je voulais juste revenir sur le fait que lorsque Guillaume Bateau dit que la marche commence de façon pacifique et après elle est infiltrée, rappeler qu'on a quand même brûlé, il y avait une marche avant, on a brûlé un commissariat, on a lapidé, on a tabassé un policier. Alors ce que je voulais dire, c'est que moi, je voulais plutôt revenir un peu sur ce qu'a dit Dr Doumbia Major pour poser la question des politiques de mémoire. Parce que quand il évoque le président Bédié, on se rappelle qu'il y a plus de 20 ans, il faisait la même chose. Hein. Il faisait quoi? Il avait toujours ce discours, il a dévié, il a conçu l'ivoirité en disant que c'était un concept culturel. Après, ça a dévié, parce que lui-même, il avait écrit un livre, Les chemins de ma vie, où il a stigmatisé les gens là-dedans. Ensuite, le président Bédié n'a pas su, n'est-ce pas, se renouveler. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a 20 ans, vous tenez un tel discours et qu'aujourd'hui, vous retenez le même discours alors qu'à 20 ans, ça aboutit là où on sait, il y a un problème. Ce qui me gêne, c'est que quand vous regardez les marcheurs, la plupart, ce sont des enfants. Mais ces enfants ont quel âge? Ils ont 20 ans. Il y a 20 ans, quand on disait à ces enfants qui avaient 20 ans, ils se rebellaient. Mais pourquoi est-ce que 20 ans après, on peut revenir là-dessus? C'est parce que, justement, on n'a pas appliqué les politiques de mémoire. Récemment, le gouvernement a pris un décret en Conseil des ministres pour
Instauré. Le souvenir. Pourquoi le souvenir? Parce que c'est avec le souvenir qu'on construit la mémoire. Donc, c'est très important. Moi, je pense que on ne peut pas, parce que quelqu'un a déclaré sa candidature, marcher. Parce que c'est aussi une stigmatisation. Hein? Et sur les pancartes, on a bien vu qu'on disait « rentre chez toi », libérer la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce slogan-là. Et je suis quand même surpris qu'il n'y a aucun homme politique qui condamne cela. De l'opposition, bien sûr. Souvenez-vous, en 2008, lorsque Mark Carney est face à Obama, il y a une dame, pendant une campagne, je crois que c'était à Miami ou quelque part, il y a une dame qui a pris le micro pour dire, parce qu'Obama s'appelle Hussein, c'est un musulman, c'est un terroriste. Mark Carney l'a stoppé tout de suite, il lui a arraché au micro en lui disant « Stop it now !» Arrête-moi ça tout de suite. Obama, c'est un bon père de famille, c'est quelqu'un de respectable, ça a été un sénateur, c'est un sénateur américain. Donc ici, il faut que les gens, les hommes politiques, aient le courage de condamner quand c'est condamnable. Ce qui se passe, c'est que ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Donc, lorsque le président Bédié, qui n'a jamais construit un homme politique dans ce pays, qu'on me donne un seul nom de quelqu'un que Bédié a construit dans ce pays, Gbagbo a eu sa clique, et le président Ouattara a ses hommes, Houphouët-Boigny a ses hommes, Vaudier a ses hommes, mais donnez-moi le nom... Henri Bédié aussi a ses hommes. Il y a des hommes au PDC, IRDA. Oui, des hommes au PDC, mais dites-moi, donnez-moi le nom d'un jeune que Bédié a pris tout jeune, en a fait un homme politique de référence. Bon, alors, dans la deuxième partie de cette émission, on aura un cadre du PDCI qui répondra à cette question. Félix Boni. Je pense que sur ce plateau, je l'ai toujours dit, on pouvait faire l'économie de tout ce qu'on est en train de vivre, cette situation funeste et macabre qui nous rappelle notre histoire toute récente. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que l'histoire ne nous sert pas à bâtir le présent et à consolider le présent et à préparer l'avenir, parce que ces coups de feu, ces fumées, ces braises auxquelles on assiste actuellement, on aurait pu en faire l'économie. Et quand je dis on aurait pu en faire l'économie, tout à l'heure, le discours, aujourd'hui, à sa convention d'investiture, le président Ouattara a prononcé une phrase « Je veux la paix pour mon pays, pour notre pays et pour mes concitoyens ». Je pense qu'on aurait pu, au nom de la paix, faire l'économie d'un certain nombre de choses. Moi, je disais depuis... On aurait pu faire quelle économie, dès l'instant où cette histoire de candidature du président Ouattara, troisième mandat que d'aucuns appellent premier mandat, dès l'instant où ça portait déjà des gènes d'un conflit, des gènes confligènes, je pense qu'on aurait pu faire l'économie de ça et permettre au président Ouattara, qui a bâti et qui le dit, qu'il a rappelé encore, j'ai un bilan, de rentrer dans l'histoire avec son bilan. Au plan infrastructurel, au plan repositionnement diplomatique, rien à dire, tout le monde est unanime sur ce que le président Ouattara a fait. Mais Diane, pourquoi des gens ont voulu forcément que le président Ouattara vienne encore détruire ce qu'il a construit? Parce qu'avec ses flammes, c'est lui qui est au pouvoir, c'est son régime au pouvoir. Aujourd'hui, ces questions-là ont dépassé les limites de la Côte d'Ivoire. Que dites-vous du cas de force majeure qu'il évoque? C'est quoi le cas de force majeure en politique? Il n'y a pas de force majeure en politique. Je participais à un débat ici sur votre plateau avec un ministre la dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire. Mais il y a beaucoup de ministres, il y en a qui ont 15 ans de ministère autour du président Ouattara, qui ont des vingtaines d'années d'élus, députés, élus locaux. Et ils ne vont pas me dire qu'ils étaient là pour assister, applaudir le président Ouattara sans apprendre comment le président Ouattara dirige. Professeur Bogui. Alors je dirais, un peu comme disait Boni tout à l'heure, cette situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas une situation qui nous surprend en tant que telle. Je veux dire qu'on le savait que la question de notre mandat, d'un nouveau mandat du chef de l'État pourrait entraîner une fronde. À mon sens, c'est la gestion de cette fronde qui est le problème à gérer aujourd'hui. Pourquoi le problème pour entraîner une fronde? Je pense qu'il est important de le dire. Après, je ne rentre pas dans le juridique parce que j'estime qu'il y a des experts, il y a des juristes qualifiés en Côte d'Ivoire qui font leur débat et ce débat-là, je préfère le laisser. Mais on est conscient que la revendication de la limitation des mandats, elle date des années 90. Elle a commencé avec les partis de gauche en 90. Elle s'est accentuée en 95 avec un front républicain auquel appartenait le parti du président Ouattara. On sait aussi quand on a fait la Constitution de 2000, c'est un des éléments qu'on a introduit parce qu'on estime en Côte d'Ivoire, mais un peu partout en Afrique aujourd'hui, et vous pouvez regarder sur Internet ce que dit la CEDEAO
sur les limitations du mandat. Donc on sait que c'est un débat qui existe depuis longtemps en Afrique et que, en tout cas, on ancre dans l'esprit des Africains aujourd'hui qu'il est important de limiter les mandats. Ensuite, en 2016, on a eu aussi une communication gouvernementale et une communication aussi de personnes qui ont participé à la rédaction de la Constitution 2016, qui ont laissé croire, en tout cas, qu'un troisième mandat, un autre mandat, je préfère ce terme-là, du président de la République n'était pas possible. Donc, je ne dirais pas comme le collègue Bateau que cela était anticonstitutionnel ou pas, mais je dis, à partir de là, étant donné que c'était ancré dans l'esprit des gens, on le savait à travers ce qu'on entendait qu'il y aurait forcément une fronde, il y aurait forcément des gens qui voudraient descendre dans la rue, qui voudraient s'exprimer. Ce qu'on ne savait pas, l'inconnu, c'était est-ce que ça allait être juste un petit mouvement d'humeur? Est-ce que ça allait être insurrectionnel? On ne le savait pas. À mon sens, c'est comment gérer tout ça. Alors, est-ce que interdire les marches, c'est la solution? Est-ce que interdire les marches ou les réprimer n'entraînerait pas d'autres violences? N'entraînerait pas plutôt l'inverse de ce qu'on souhaite? C'est vraiment la question sur laquelle, la question que je me pose. Et je pense qu'on aurait pu trouver une solution qui serait peut-être, et je pense que la Constitution ivoirienne aussi l'en parle, puisque normalement, on n'a qu'à informer l'autorité qu'on veut manifester. On aurait peut-être pu trouver la solution d'encadrer ces marches. Je pense peut-être qu'on aurait évité de rentrer dans une forme de violence et ensuite de conflits intercommunautaires. Je pense que ça aurait pu être la solution. Est-ce qu'une marche encadrée peut empêcher des jeunes de détruire ou de découper des troncs d'arbres pour les mettre sur la route, par exemple? Est-ce que ça, c'est pas... Je pense par expérience, on a dû voir en Côte d'Ivoire, il y a eu des marches encadrées en Côte d'Ivoire depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vu de marche encadrée par des gendarmes, etc., conduire au découpage de troncs d'arbres, aux barricades sur la route, etc. Ce qui m'étonne un peu... Non, on le laisse... Oui, Diabaté, vous n'avez pas encore parlé. Ali, je voulais sincèrement vous remercier. Parce que vous nous donnez l'occasion de parler à ceux qui détiennent le pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je fais partie de ceux qui ont appelé même des ministres pour féliciter M. Ouattara parce qu'il avait décidé de donner le pouvoir à la nouvelle génération. Je l'ai félicité. Sur les réseaux sociaux, je l'ai vraiment félicité parce que pour moi, c'était un acte à saluer parce que la Côte d'Ivoire allait franchir vraiment une nouvelle étape. Mais j'ai été surpris que M. Ouattara, enfin, il revienne encore nous dire qu'il est candidat. Les événements qui se passent actuellement démontrent bien que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie. Et que la paix, le semblant de paix que nous voyons là n'est qu'une paix fragile. Et que véritablement, il n'y a pas eu encore de réconciliation en Côte d'Ivoire. Justement, la réconciliation, on va en parler. Oui. On en parle tout à l'heure. Réagir par rapport... Oui, terminé. C'est pour ça que je dis, les marches, il faut les autoriser. Il faut autoriser les marches, les encadrer. Parce que les marcheurs... Mais à l'origine, les marches n'étaient pas interdites. Non, mais... Je pense que c'est à cause des débordements que les marches ont été interdites. Non. Il me semble que... Non, il y a eu un décret pour interdire les marches. Oui, c'est ce que je dis. Oui, il y a eu un décret pour interdire les marches. C'est récent. Mais ce que je veux dire, c'est que nous tous, on a été au pouvoir. Et les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient à l'opposition. Ils ont dénoncé le fait qu'on interdisait des marches. Sous Bédié a pris des décrets pour interdire des marches. Sous Gbagbo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays ne peut pas reculer. La Côte d'Ivoire doit avancer. Très bien. Dombia Major, vous voulez réagir? Je vais répondre à M. Bateau tout à l'heure. Mais vous dites à M. Diabaté que ce qu'il dit est intéressant. C'est intéressant dans la mesure où il nous informe que le régime FPE, le régime qui était là, Bédié et autres, parce que nous, on a vécu un peu le régime de Bédié. Gbagbo a interdit les marches en Côte d'Ivoire. Quand j'entends, par exemple, Mme Odette Lorugnon parler de l'article 20 et autres, mais sous le régime de Gbagbo, on a vu les marches des 23, 24 et 25 avril 2004 avec M. Djedje Madi qui nous a fait, n'est-ce pas, un bilan de plus de 500 morts. Une marche où
le plateau a été déclaré zone rouge par Laurent Gbagbo. Les gens ont été matés. Le gardien même du siège du PDCI a été tué. Quand j'entends aujourd'hui Mme Laure parler, et que pour des marches en Côte d'Ivoire, ici, on a vu à l'école de police de notre pays en 2001 des femmes être violées. Et nous avons entendu Simone Gbagbo sur TV5 dire « ces femmes-là l'ont cherché ». Et ça, il faut le rappeler au FPI pour dire que les enfants de ceux qui ont été violés... Je vous donne la parole tout à l'heure. C'est juste un rappel, je termine, pour dire que ceux aujourd'hui qui réclament la liberté d'expression, la liberté d'association et de manifestation ne sont pas des exemples. Et je cite ces gens du FPI. Mais pour revenir à la question des manifestations, mais je ne comprends pas que des partis en Côte d'Ivoire, des entités du peuple, s'arrogent le droit de se substituer au Conseil constitutionnel du pays. En Côte d'Ivoire, l'article 126 dit de notre Constitution que c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce sur l'éligibilité. Et donc, je ne comprends pas que des individus organisés dans des partis politiques, associations privées, décident que l'un des candidats, l'un des prétendants à la candidature n'a pas le droit d'être candidat. Donc, eux, ils sont au-dessus de la Constitution. Eux organisent des manifestations pour décider qui peut être candidat ou pas en Côte d'Ivoire. Ça n'est pas sérieux. Quand on se dit respectueux de la Constitution, quand on se dit, je termine, légaliste, comme vous le dites au Je vous donne la parole tout à l'heure, M. Diabaté. On respecte la Constitution. On respecte les institutions de la République. Et l'une des institutions de la République, c'est le Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas dépasser le Conseil constitutionnel, outrepasser le Conseil constitutionnel et organiser des manifestations qui, en réalité, ne sont que, je dirais, des sortes d'insurrections sur la base d'un conflit ancien, qui est le conflit de 2010 que des gens sont en train de reproduire à une troisième mi-temps. C'est de ça qu'il faut dire. Très bien. Alors, ces personnes qui s'attaquent à des citoyens avec des machettes, vous avez vu, avant que vous ne poursuiviez, des arbres. Avant que vous ne poursuiviez, M. Diabaté, vous voulez réagir rapidement? Oui, je vais réagir. Pour dire quoi? Mais je voulais dire tout simplement à Doumbia Major de faire très attention. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est très grave. Je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire doit avancer. Le droit de se manifester, le droit de marcher existe bel et bien dans notre Constitution. Il faut permettre aux citoyens de s'exprimer. Je vous le dis, écoute Doumbia, ici, les citoyens se sentent marginalisés. Les citoyens pensent que leurs droits ont été violés. Et les citoyens, les droits sont violés, puisque la Constitution n'est pas respectée. Monsieur, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est moi qui tiens le débat. Alors, quand M. Doumbia dit qu'il me répond en disant oui, des gens par le passé ont empêché violer les femmes, tout ça. Mais justement, c'est en ce moment-là, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont dénoncé et nous ont promis de faire mieux. Mais si c'était pour venir reproduire les mêmes scénarios, c'est pas la peine. À quoi que ça servait de venir? C'est pas la peine. Je termine. Allez, s'il vous plaît. On laisse Guillaume en 30 secondes. Quand on prend la parole, si vous voulez qu'on puisse... Allez-y, voilà. Quand M. Doumbia prend la parole, on laisse finir. Allez-y. Je suis d'accord avec M. Diabaté pour dire qu'il faut que nous avancions. Parce que s'il s'agit de répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtes, les mêmes... pour engendrer la fracture sociale, ça ne sert à rien. Parce que hier, on a dénoncé, aujourd'hui, on est au pouvoir, on refait les mêmes choses et on dit aux autres, comme vous aussi, vous avez fait comme nous hier, vous n'avez pas le droit de la parole. C'est pas très sérieux. S'il vous plaît, M. Doumbia. C'est pas très sérieux. S'il vous plaît, Aristide. Alors, moi, je pense que la candidature de Ouattara, c'est une chance. C'est une chance, pourquoi? Et je veux répondre à Boni. S'il vous plaît, on le laisse terminer. C'est une chance. Parce que s'il était parti, on n'aurait pas compris. Parce qu'il y a une question, il y a la problématique de la gestion de l'altérité de l'autre. Le véritable problème, ce n'est pas le fait que Ouattara soit dans un troisième mandat. Quand Diabaté demande à Dr Doumbia d'être responsable et sérieux, mais c'est moi, je lui demande d'être sérieux et de nous dire dans quel article de la Constitution le président Ouattara viole la Constitution. Quand on passe d'une république à une autre, c'est avec une nouvelle Constitution. C'est pour ça qu'à l'époque, Mamadou Coulibaly, à Finguessan, protestait parce qu'il savait que si
il y avait une nouvelle constitution, il y avait des possibilités. Et le président Ouattara, en faisant ses adieux à la politique en mars, avait dit que bien que la constitution me le permet, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la tête de Ouattara que les gens n'aiment pas. Ah bon? S'il vous plaît, on le laisse terminer. Laissez-moi parler. C'est la tête de Ouattara qu'on n'aime pas. Ce n'est pas le fait. Bédié, qui est candidat à 86 ans, alors qu'il a eu 6 ans, de 93 à 99, il n'a rien foutu dans ses 12 projets de l'éléphant d'Afrique où il allait construire juste Koukouandoumi et Pépessou, même pas Daoko, parce qu'il a laissé Daoko pour aller construire Pépessou. On le laisse, il dit qu'il vient pour la jeunesse, mais parce que dans la tête des gens, c'est un vrai Ivoirien et que pour les gens, on a mis dans la tête que Ouattara n'étant pas ivoirien, en disant qu'il dit au revoir, on dit « Ah, d'accord, il est en train de partir ». Il se trouve que la nature fonctionne par autorégulation, a pris son candidat, et il se rend donc compte, en disant qu'il est candidat, que, ah bon, c'est comme ça que vous percevez. C'est ce que Yves Lacoste appelle les représentations. Parce que le champ politique, c'est un champ de rivalité pouvoir pour contrôler le territoire et les personnes qui y vivent. Et il y a le besoin de représentation. Comment chaque Ivoirien perçoit le territoire sur lequel il est. Mais les gens sont accrochés au déterminisme géographique, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas du déterminisme géographique. Il s'agit... Okay. Très bien, c'est entendu. Alors, je reviens à vous, Félix Boni, tout de suite. Au moment où l'opposition manifeste contre la candidature du président Ouattara à la prochaine présidentielle, le chef de l'État, lui, a été investi par son parti, le RHDP, pour être justement son candidat. On voit ce sujet et on en parle juste après. Le président Alassane Ouattara, officiellement investi au stade Félix Houphouët-Boigny. Des milliers de militants venus de toutes les contrées du pays ont pris d'assaut le stade, mais aussi les rues du plateau autour des écrans géants. Le président Alassane Ouattara a encore une fois rendu un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du RHDP, décédé le 8 juillet dernier, avant de marquer son engagement à représenter le parti aux élections présidentielles d'octobre prochain. Vous m'avez alors à l'unanimité demandé de revenir sur ma décision de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après mûre réflexion et à l'issue de consultations avec de nombreuses personnalités de confiance, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Merci pour votre confiance. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait annoncé dans un premier temps passer le délai après ses 2 mandats à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé des suites d'un malaise. L'opposition proteste contre ce revirement de situation et cette candidature qu'elle juge anticonstitutionnelle. Mais pour le parti au pouvoir, il s'agit du premier mandat de la Troisième République. Les candidats à ces élections présidentielles ont jusqu'au 31 août 2020 pour le dépôt des dossiers. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de statuer. Et au cours de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a annoncé vouloir déposer physiquement son dossier des candidatures devant la commission électorale indépendante la semaine à venir. Réaction, Félix Boni? Je voudrais dire à Aristide et puis à Dr Doumbia, il y a des concepts qu'il ne faut pas relayer encore sur des antennes, surtout qu'on se retrouve à 2 mois des élections, à moins de 70 jours des élections, pour encore réveiller certaines plaies, parce que je pense qu'il ne faudra pas... Ce qui n'est pas bon, il ne faudrait pas relayer. Il ne faudra pas exacerber ce qui n'est pas bon. C'est tout comme également quand on parle de ce qui s'est passé, peut-être, il y a eu des violations de femmes, des exactions au cours de marches précédentes. Tout ce qui n'est pas bon, ce passé, il faudra qu'on tourne les pages de passé sombre pour reconstruire une Côte d'Ivoire nouvelle. Alors, Aristide ouvre une page quand il dit une enveloppe vide, sans y mettre de contenu. Le président Ouattara est une chance. Mais une chance, comment? D'accord, on va lui donner... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aristide, vous n'avez pas la parole. Félix Boni, non, j'ai bien compris. Laissez-moi dire quelque chose. On donnera la chance à Aristide de dire ce qu'il met dans son enveloppe. Maintenant, il faudra qu'il mette quelque chose dans son enveloppe. D'accord, très bien. Parce que cette enveloppe, s'il n'y met rien, moi, je vais y mettre du contenu. Quand il dit la tête du président, c'est la tête du président Ouattara que les gens n'aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui militent à ce que le président Ouattara ne se présente pas à une 3e candidature. Mais tu ne peux pas me dire, moi,
que la tête du président Ouattara, je ne l'aime pas. Je pense que ceux qui ont poussé le président Ouattara à être candidat, c'est ceux-là qui n'aiment pas le président Ouattara. Parce que le président Ouattara serait parti qui rentrerait grandement dans l'histoire à partir de son discours du 5 mars et encore de son discours de renoncement encore pour confirmer que je ne suis plus candidat, je pars. Laissez le monsieur se reposer. Il a fait 2 ans de mandat, il en a demandé un. Félix Bonnet. Il a fait un deuxième pour achever des grands chantiers. Monsieur Diabaté, au cours de cette cérémonie d'investiture, le président Ouattara a dit « ils ont peur de moi ». Au FPI, vous avez peur de lui? Très bien. Très bien. Mais pourquoi vous voulez que nous ayons peur de Ouattara? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez peur. Je vais vous dire, au FPI, nous n'avons pas peur de M. Ouattara. Parce que nous connaissons le bilan de M. Ouattara. Nous ne sommes pas dans des problèmes de personnes. Au FPI, avec Pascal Affi-N'Guessan, nous avons dit qu'il faut s'opposer autrement. Nous ne sommes pas dans des débats de personnes. S'opposer autrement, c'est-à-dire? Nous s'opposer avec intelligence parce que ce pays-là a besoin de paix. S'opposer en posant les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous disons, nous sommes candidats. Affi-N'Guessan est candidat contre quel que soit le candidat du RADP. Qu'est-ce que vous proposez pour changer la donne? Le Ivoirien, avec Pascal Affi-N'Guessan, nous proposons à la Côte d'Ivoire une nouvelle offre politique. Je vais en parler tout à l'heure. Quand il dit que Ouattara c'est une chance, Ouattara n'est pas une chance actuellement. Non, mais la candidature de Ouattara... C'est pas ce qu'il dit, hein. Non, la candidature de Ouattara... c'est pas ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il dit. Mais la candidature... terminer, puis vous allez préciser. La candidature de Ouattara démontre actuellement qu'il y a eu l'échec de la classe politique du RADP. Parce qu'à 78 ans, s'il n'est pas capable de trouver un successeur, c'est un problème pour lui-même, c'est un problème pour le RADP. Bon, en parenthèse, sur cette question, il n'y a pas qu'au RADP qui a ce problème. Je veux préciser ce que j'ai dit. Je finis. Paix à son âme. Si le Premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, s'il était élu, il n'allait pas avoir de vice-président? On a compris votre question. Donc, c'est M. Ouattara qui allait être le vice-président? On vous a bien compris. Aristide, je ne comprends pas. Aristide, précisez votre pensée. Voici ce que je voulais dire, et ce que j'ai dit exactement. Et ça répond à ce que Félix Bonny soulevait tout à l'heure. Politique de mémoire. Si le président Ouattara était parti en mars et que Amadou Gon n'était pas décédé, il serait parti sans savoir qu'il y a une question de la gestion de l'altérité de l'autre. J'insiste là-dessus. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis que cette candidature... La gestion de l'altérité de l'autre. Expliquez-moi. Ça veut dire que... S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question, monsieur. Oui, Aristide. Ça veut dire qu'il y a un problème de représentation. Et je vous ai dit, on gère Ouattara à sa tête. On a mis dans la tête des gens. C'est pour ça que quand il part en masse, quand il dit qu'il part en masse, les gens sont contents. Mais quand Bédi a 86 ans, la nouvelle constitution lui permet d'être... Alors que la constitution de 2000 ne lui permettait pas, on n'a rien dit. Donc, le véritable problème, c'est que quand il annonce ça, il voit donc comment est-ce que les gens se le représentent. C'est ça l'altérité de l'autre. Donc c'est ça que je dis, cette candidature est une chance pour que Ouattara comprenne. Et comme c'est quelqu'un qui sait apporter des solutions, il va donc régler définitivement cette question. Je ne pense pas qu'il avait pensé à ça. S'il vous plaît, Aristide. Non, Félix. Je ne pense alors, pas. Professeur Boguy, finalement, nous avons 2 schémas qui se présentent, qui s'offrent à la Côte d'Ivoire. Tous les candidats y vont à cette présidentielle, donc. Notamment le président Ouattara, le président Bédi et Pascal Affi-N'Guessan et bien sûr tous les autres candidats qui sont annoncés, ou bien poursuivre dans les mouvements de protestation, embraser la situation et puis on a un blocage. Alors moi, effectivement, en tant que citoyen, et en tant qu'observateur, je suis quand même assez inquiet. On a tous eu des échos de ce qui s'est passé dans certaines villes du pays depuis hier et qui continue de se passer aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on gère tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez des propositions à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour espérer avoir une élection présidentielle à venir apaisée? Parce que, par rapport à ce qu'on observe, on ne va pas dans ce sens-là. Et on pourrait espérer, en tout cas, voir le président Ouattara maintenant qui dit qu'il est candidat. Et le juge constitutionnel nous dira ce qu'il en pense. Mais on pourrait espérer voir le président peut-être renouer un dialogue véritable, vrai, avec son opposition, et puis faire des gestes forts. Des gestes forts qui... Quand on dit gestes forts, vous pensez à quoi? Je ne sais pas. Je veux dire, il y a des opposants dont une partie de la population importante auxquels ils se reconnaissent, qui veulent peut-être revenir au pays, qui peut-être veulent participer à cette élection, etc. Il y a peut-être des gestes qui pourraient apaiser cette partie de la population qui pourrait se sentir comme exclue du jeu politique, et qui pourrait peut-être faire en sorte que la pilule pour cette partie de la population-là, de ce nouveau mandat, puisse être plus facilement digérée.
Donc je pense qu'il faudrait vraiment, à mon avis, que des hommes politiques, et notamment le président, peut-être prennent sur eux-mêmes, mais essaient de poser un certain nombre de gestes qui puissent aller vers l'apaisement. Voilà. Je pense que ça permettrait peut-être d'aller à des élections beaucoup plus apaisées. Sinon, on a tous très peur de revivre les heures les plus sombres de notre pays. D'accord. Alors, d'un côté, l'opposition estimait qu'elle était majoritaire. Samedi, on a vu le président Ouattara également avec ses militants au stade Félix Houphouët-Boigny. Des milliers de personnes sont sorties pour cette investiture. Finalement, comme le propose le professeur Boguy, est-ce qu'il ne faut pas justement s'asseoir, discuter, et trouver un consensus, Guillaume Bateau? Oui, c'est toujours bon de discuter. Et je pense que tout le monde doit encourager des discussions. Mais je voulais... Tout à l'heure, tu as dit que l'opposition se disait majoritaire, le président Ouattara sortait. Il y a 7,5 millions... De part et d'autre, chacun estime qu'il est majoritaire. Il y a 7,5 millions électeurs, et le stade Houphouët-Boigny ne peut même pas recueillir plus de 50 000 personnes. Donc, ce n'est pas ça l'élément de mesure. Il est vrai qu'il faut vraiment que les uns et les autres discutent. Le président Ouattara a déjà fait le faux pas. Il a déjà fait le faux pas, et je ne vois pas comment il pourrait renoncer à cette candidature, alors qu'il vient de se faire investir. Moi, je pense qu'aussi, à côté des manifestations qu'on souhaite qu'elles soient encadrées, soient pacifiques, il faut aussi que l'opposition s'organise pour affronter le président Ouattara dans les urnes. Parce que, in fine, moi... Vous avez l'impression que l'opposition n'est pas organisée pour... Non, je veux dire, il faut maintenant, parce qu'il faut... Il y a toutes ces stratégies qui se mettent en place. Il faut travailler véritablement, il faut se réorganiser pour pouvoir... Parce que on a vu en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, où il y a eu ce même type de débat contre le président Abdoulaye Wade qui s'est entêté à aller à un troisième mandat. Et l'opposition a manifesté, il y a eu beaucoup de manifestations, mais finalement, elle est allée aux urnes avec le président Wade et il a été battu. Donc je pense que le président Ouattara peut être battu. Il peut être battu si, en face de lui, ses opposants s'organisent, s'ils adoptent une stratégie gagnante. Doumbia Major, c'est aussi votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. C'est un automatisme engagé. Et sur le mandat actuel, le président Ouattara a toujours dit, quand on écrivait la Constitution, et moi je suis de ceux qui se sont opposés à cette Constitution en disant qu'elle était imparfaite. Afi Nguessan aussi, Mamadou Koulibaly, avons expliqué aux Ivoiriens que cette Constitution permettait au président Ouattara d'être candidat. Mais Diabaté, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Afi Nguessan aussi. Et nous l'avons dit sur la base de quoi? Sur la base du fait que l'article 183 avait référence aux lois de Côte d'Ivoire, à l'arsenal législatif en vigueur, qui, n'est-ce pas, tant qu'elle n'était pas en contradiction avec la loi nouvelle suprême, qui est la Constitution, n'est-ce pas, restait valable. Et que les nouveaux textes ou les traités nouveaux devaient, n'est-ce pas, se référer à la Constitution comme texte fondateur et texte référent pour être, n'est-ce pas, jugés ou donc jugés de leur constitutionnalité. Et donc, cet article 183 n'a rien à voir avec une continuité ou un prolongement de l'ancienne Constitution dans la nouvelle Constitution. Nous l'avons expliqué aux citoyens. Et Ouattara lui-même, le président Ouattara lui-même a dit « Je peux être candidat, mais je choisis un successeur. » Et c'est une question d'éthique. Si pour des raisons, des circonstances nouvelles, il revient sur sa décision et il explique, ben écoutez, si je dis à ma fille que je lui achèterai une maison et que j'ai un accident au passage ou qu'un voleur rentre chez moi et que je ne peux pas, je dis à ma fille, je voulais t'acheter une maison, mais je ne peux plus objectivement. Alors, que des individus, des groupuscules, pensent qu'ils sont les détenteurs exclusifs de la carte d'identité ou du titre foncier de la Côte d'Ivoire et que c'est par des mouvements insurrectionnels qu'eux vont décider de l'éligibilité d'un individu ou pas à la place du Conseil constitutionnel, c'est de l'anarchie. Ce que vous dites, on ne peut pas accepter. Ce que vous dites, M. Doumbia, c'est que la classe politique, enfin l'opposition, doit attendre le verdict du Conseil constitutionnel. Non seulement du Conseil constitutionnel. C'est le droit au Conseil constitutionnel de trancher sur la question. Quand en 2011, les gens se sont soulevés
contre la décision du Conseil constitutionnel. Ils ont au moins attendu que Yaoundé se prononce et c'est au regard du fait que Yaoundé avait violé l'article 64 du Code électoral que les gens sont allés dans la rue. Mais eux, ils n'attendent même pas que le Conseil constitutionnel... Ils se substituent au Conseil constitutionnel dans une démarche insurrectionnelle et anarcho-gauchiste, veulent foutre le chaos en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, c'est que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. Il est souverain et cette souveraineté, il le manifeste par le référendum, il le manifeste par le biais de ses représentants, article 126 de notre Constitution, et il le manifeste par l'élection. Et donc, attendons l'élection. Si vous estimez que Ouattara, vous ne l'aimez pas, vous votez contre lui. Un point, un trait. Mais cette haine que nous voyons, Ouattara burkinabé, va chez toi. Ouattara burkinabé. Nous n'est pas dans ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de la haine. Non, Diabaté, je vous donne la parole tout de suite. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un a la parole. On le laisse terminer. S'il vous plaît, Guillaume. Certains acteurs politiques qui utilisent la stratégie du discours tribal comme moyen de conquête du pouvoir et comme moyen de conservation du pouvoir. Je suis obligé de vous arrêter, M. Doumbia. Voilà, merci. Je suis obligé de vous arrêter. Monsieur Ali. Répondez d'abord à ma question. Oui, je vais répondre tout à l'heure à votre question. Oui. Parce que tout à l'heure, il a dit que Afin Guessan a dit en 2016 que cette constitution-là... permettrait au président Ouattara d'être candidat. Et Bédié, parce que c'est ce que j'ai dit. Il dit que cette constitution va permettre à Ouattara et Bédié d'être candidats. Vous confirmez cela aujourd'hui? Oui, je confirme. Mais en réponse à Pascal Afin Guessan et à Mamadou Koulibaly, le président de la République, Alassane Ouattara, a envoyé son ministre de la Justice à l'Assemblée nationale pour justifier que lui, Ouattara, ne sera jamais candidat à un troisième mandat. Ensuite, il a envoyé Cissé Bakongo. Les films sont là pour nous dire que non, ce que vous dites là, nous n'allons jamais fait ça. L'article 183... Les sons de cloche au niveau de M. Cissé Bakongo et autres ont changé aujourd'hui. Non, je veux dire que tout simplement, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on apprenne aussi à respecter les citoyens ivoiriens, qu'on apprenne à dire la vérité. Est-ce que ce constat-là ne concerne pas finalement... Mais moi, ce que je voulais vous dire... Est-ce que ce constat ne concerne pas, in fine, l'ensemble de nos grands dirigeants? Même si ça doit concerner l'ensemble... Est-ce qu'à un moment... Non, s'il vous plaît, je vous pose une question, je vous donne la parole. Est-ce que, in fine, tous les grands de la politique ivoirienne, à un moment de leur histoire, n'ont pas manqué de respecter leurs paroles? Bon, ça c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'actualité actuellement sur le cas de M. Ouattara. Maintenant, ce que je voulais vous dire, tout simplement, il dit il faut qu'on arrête la violence. Moi, je suis contre la violence. Ça, c'est bien. Moi, je suis contre toute forme de violence. J'ai dit, c'est pour ça que nous sommes avec M. Pascal Afin Guessan. Une chance pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur... La chance revient. Non, j'arrive. Ici, les marches, il faut qu'on arrive à les orienter. Il faut que tout ce qui est propos tribal, les haineux, il faut que nous, les hommes politiques... On vous a bien entendu, M. Diabaté. Chers confrères, je vous reviens tout de suite. Je vous propose, chers invités, qu'on marque une petite pause, histoire de faire refroidir un peu ce studio qui est devenu chaud le temps de la première partie de cette émission. On se retrouve juste après la pause, chers téléspectateurs. Retour sur le plateau de NCI 360. Merci de votre fidélité, chers internautes, chers téléspectateurs. Toujours avec mes invités. Alors, à présent, je vous propose, messieurs, de faire des propositions, justement, pour qu'on en arrive à un scrutin apaisé en octobre prochain. Félix Boni, je commence par vous. Oui, je vais commencer par dire qu'il faut éviter la politique de mémoire et tout ce qui est confligent, ne pas les rappeler, parce que l'Allemagne a réussi à bâtir son unité, sa cohésion, pour devenir la première puissance européenne, en oubliant carrément les pages sombres, tout ce qui n'a pas concouru à donner une belle image de ce pays. Alors, comment gérer la situation? Je pense que quand il y a une situation de crise comme ça ailleurs, généralement, on voit les préfets de police qui montent sur le plateau, qui viennent situer l'opinion. Il faut que les enquêtes aboutissent, qu'on sache quelles sont ces personnes qui éventuellement ont conduit le pays dans les violences qu'on a connues. L'opposition pense qu'elle a été infiltrée. Le pouvoir pense que l'opposition a manifesté avec des moyens pas légaux. Il faut qu'on sache la vérité. Et en termes de propositions concrètement, moi, je voudrais parler à l'opposition comme au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, le débat de la candidature du président Ouattara est dépassé. C'est-à-dire constitutionnel ou non constitutionnel, ce débat est dépassé. Le président Ouattara a investi les candidats et il sera candidat. Il faut maintenant se préparer, si l'opposition veut vraiment
obtenu le changement à l'affronter. Le président Ouattara dit qu'il est majoritaire, le RHDP réclame la majorité et veut gagner les élections par un coup KO. L'opposition dit, nous aussi, on est majoritaire parce que Bédié, Gbagbo, Soro, réunis, plus Mabri qui les a rejoints, nous sommes majoritaires. Alors, mettez vos moyens en œuvre et puis faites-lui face. Et puis le peuple, maintenant, va juger. Face au jeu démocratique. Face au jeu démocratique. Maintenant, pour ce qui concerne le pouvoir, il faut aussi essayer de réfléchir un peu dans les mesures pour ne pas que les gens pensent qu'il y a 2 poids, 2 mesures, de sorte qu'il y a une situation véritablement apaisée. Je disais tantôt que, généralement, pour apaiser la situation, le pouvoir a les moyens d'apaiser la situation. Et récemment, lorsqu'il y a eu la mesure d'interdiction des marches, des gens ont très vite interprété en disant mais ils interdisent les marches, ils autorisent les manifestations en lieu clos. Oui, c'est parce qu'ils ont leur convention en lieu clos et qu'ils ont fait ça. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il faut penser les choses de façon vraiment simple, de façon bien réfléchie pour éviter de prêter le flanc et qu'on nous évite vraiment, que ce soit l'opposition comme le pouvoir, le spectacle de Beaunois, de Divo, tout ce qu'on a vécu. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Et si nous sortons de cette situation de façon apaisée, la Côte d'Ivoire continuera toujours d'aller de l'avant, même avec ou sans le président Ouattara. Je pense que celui qui viendra, s'il trouve un pays apaisé, il pourra continuer l'œuvre du président Ouattara. Aristide ? Oui, je voulais dire très rapidement, avant de faire ma proposition à mon frère Boni, que ce n'est pas discutable. C'est comme ça dans le monde depuis les années 80. Les politiques de mémoire sont importantes pour la construction de l'avenir. Pourquoi ? Parce que quand il prend l'Allemagne, parce que l'Allemagne a honte d'Hitler. Hitler était allé attaquer les Juifs. Mais si c'était passé sur le territoire allemand, c'est vrai qu'il y avait des Juifs allemands, mais on aurait rappelé ça tout le temps. Mais c'est quoi les politiques de mémoire ? Il faut que les gens comprennent bien. Il y a 2 sociopolitistes françaises qui ont écrit un livre qui s'appelle « À quoi servent les politiques de mémoire ?» Il y a Sandrine Lefranc et Sarah Gainsburger. Et elle pose la problématique du rappel historique des faits pour que ça ne se reproduise plus. C'est pour ça qu'on a des monuments, c'est pour ça qu'on a des lieux... Ça me fait penser au mémorial à Kigali. À Kigali, et quand tu as visité le mémorial, bien sûr. Et quand tu sors de là, tu as la chair de poule, tu ne peux plus recommencer. Pourquoi est-ce que je le dis et j'insiste, avant de finir et faire ma proposition ? J'ai déjà démontré tout à l'heure que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est une démarche causale. Ce qu'on a dit à la fin des années 90, et ça produit ce que ça produit, on le redit aujourd'hui subrepticement. On le glisse au sein de la société, tout doucement. Et le président de la République, tout à l'heure, lors de son investiture, a dit les gens envoient les enfants dans la rue et restent dans les salons cossus. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas sur le terrain. Maintenant, pour les propositions, je voudrais qu'on propose les formations. Le véritable problème, c'est que les gens en Afrique ne comprennent pas que le champ politique, c'est un champ élitiste. Tout le monde ne peut pas parler de la politique. Le système politique, il y a la structure politique, la culture politique. La culture politique, il faut que les gens puissent comprendre qu'elle est cognitive, affective, évaluative. Affective parce que je peux aimer Ali, ne pas aimer Ali. Je peux connaître ce que Ali fait, c'est la dimension cognitive, mais il y a une dimension évaluative. Et comme les Diabaté Bey, pendant des années, ont surfé là-dessus dans ces partis de gauche populistes, ils ont surfé là-dessus abondamment. Donc, ils utilisent généralement le bétail électoral, des gens qui sont obligés d'aller sur le terrain. Et j'ai oublié de le dire, il faut qu'on étudie, que les sociologues étudient la question des nouveaux genres de microbes qui vont dans les manifestations avec des cailloux en main, qui coupent les arbres. Et vous savez qu'à Davos, on a dit que les 5 risques mondiaux, pour la première fois, c'était les risques environnementaux. Bon, quand vous commencez à couper les arbres, quand vous commencez à brûler les pneus, ça veut dire que vous posez les problèmes environnementaux. Et on a vu que les inondations nous ont presque étouffés. On vous a bien compris, voilà. Aristide. Guillaume ? Oui, bon, je ne sais pas si les propositions de mon ami Aristide vont nous permettre d'aller à l'élection apaisée si on doit régler les problèmes environnementaux. D'accord. Bon, juste bien. 2 choses. La première proposition, c'est qu'il faut que le président libère tous les prisonniers, tous ceux qui sont en prison et qui n'ont pas le droit d'y être. Vous savez que plusieurs députés, plusieurs personnalités sont en prison sans jugement depuis de longues années. Il faut que le président accepte de les libérer. Il faut rapidement réformer la commission électorale indépendante, telle qu'elle a été demandée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je précise que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé que la commission locale soit réformée.
Mais aussi, il y a une bonne partie qui concerne aussi la commission centrale. Dans tous les cas, il faut réformer la commission électorale indépendante pour la rééquilibrer et pour rassurer tout le monde. Ensuite, quelqu'un l'a dit ici, il faut que le président de la République, comme il est maintenant candidat, accepte de recevoir les autres candidats et qu'on discute, et que les candidats discutent des conditions d'organisation de ces élections. Vous proposez un dialogue politique? Oui, mais le dialogue politique, il y a longtemps qu'on le propose. Le président Ouattara, lui qui a parlé de bavardage. Si on avait bavardé, si on avait discuté, et qu'on avait trouvé beaucoup de solutions, on ne serait pas aujourd'hui presque au bord du gouffre. Donc, il faut que le président Ouattara, maintenant qu'il est dans l'arène, contre sa propre parole, il faut qu'il accepte de discuter avec les autres candidats pour réunir les conditions d'une élection qui rassure tout le monde. À partir de ce moment, il sera bien fondé à dire aux gens, allons aux urnes. Mais si tu dis aux gens, allons aux urnes, alors que toi-même, tu as fermé le lieu de vote, il y a un problème. Rosa Bogui. Je pense que les amis sur le plateau ont dit une bonne partie de ce que j'avais commencé à subodorer il y a quelques minutes. Je pense qu'effectivement, l'un des problèmes qu'on a dans notre pays, c'est quand on suit les hommes politiques, on a l'impression que tous les camps sont innocents et que c'est toujours les autres qui sont coupables. À partir de là... À gauche, on a raison, à droite, on a raison. Donc à partir de là, il est impossible d'imaginer une repentance, puisqu'on estime qu'on est toujours victime, que c'est les autres qui sont coupables. Donc à partir de là, s'il n'y a pas de repentance, il est difficile d'avoir de pardon, puisque personne ne reconnaît ses fautes, et tout le monde considère que c'est les autres qui sont le diable. Alors que nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous appelés à vivre ensemble, pas côte à côte, mais vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut qu'on arrive, comme dans une famille, humblement à reconnaître les erreurs que chacun a pu commettre, et ensemble à se pardonner et à avancer. Donc ça passe par un dialogue franc, honnête, pas un dialogue, je dirais, politique vicié, pour faire croire qu'on a dialogué, mais un dialogue franc et honnête, et pour prendre en compte les désiderata de chacun, mais prendre en compte surtout l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est la paix sociale. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est que ses enfants se retrouvent. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous semblons si divisés? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour n'importe quelle élection, même une élection municipale, il y a des morts, il y a des conflits interethniques? C'est cette division, même si on ne se tape pas dessus tous les jours, on voit bien qu'elle est latente. Donc pour moi, il est important qu'il y ait un dialogue, qu'on prenne en compte les désiderata de chacun et qu'on fasse en sorte que l'élection puisse être la plus transparente possible. Parce que c'est le manque aussi de confiance qui fait qu'on arrive à des situations de violence. Donc évidemment, M. Bato a parlé de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qu'il faudrait certainement regarder. Voilà, et que ce serait important de voir comment on pourrait donc rassurer tout le monde pour aller à ces élections, mais aussi il faudrait peut-être voir comment faire des gestes forts qui pourraient être une amnistie, à mon sens, pour certains opposants, faire en sorte que certains opposants reviennent, qu'on puisse dialoguer ensemble et qu'ensemble, donc, on puisse voir comment organiser cette élection et qu'on puisse aller le cœur apaisé à cette élection. Oublier, je pense que là, pour une partie de la population, la pilule du troisième mandat passerait plus facilement et on pourrait donc éviter encore des morts à la Côte d'Ivoire. À chaque manifestation, on a des morts. Il est peut-être temps qu'on commence à faire l'économie de tous ces décès. Doumbia Major, Diabaté-Bé, vous qui êtes politique, est-ce que vos différents partis sont disposés à entendre ce discours plutôt moins radical? C'est ce à quoi invitent les différents intervenants. Doumbia Major? Oui, je voudrais rappeler rapidement que, me parlant de la souveraineté du peuple, j'ai parlé de l'article 126 de la Constitution, c'est plutôt l'article 50. Alors, pour répondre à M. Félix Boni, qui parle d'oubli, je pense qu'un pays n'avance pas dans l'oubli. Un pays avance dans le pardon. Un pays avance dans la réconciliation, mais on n'avance pas dans l'oubli. Sinon, on aurait déchiré tous les livres d'histoire. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est important. C'est important de rappeler, et tout à l'heure, le professeur l'a dit, en Côte d'Ivoire, les gens se présentent toujours comme des gens qui n'ont jamais rien fait, des combattants aux mains nues, nous sommes victimes. Ça a commencé en 2002, mais on ne dit pas aux Ivoiriens qu'en 2000 déjà, il y a des gens qui découpaient leurs amis à la machette dans les résidences universitaires. On ne dit pas aux Ivoiriens que le 25 mai 2000, Bato est témoin et son journal l'a mentionné, Blé Goudé et ses amis sont allés découper des étudiants au restaurant universitaire de Cocody. Premier crime odieux.
On va dire attentat sanglant dans notre pays. On ne va pas revenir sur ça. On ne va pas revenir sur tout ça. On ne dit pas aux Ivoiriens qu'il y a eu des actes atroces et que 2002 n'est que la conséquence. Chronologiquement, si on veut situer les choses, 2002 s'inscrit dans une histoire des violences antérieures à 2002. Pour aller, n'est-ce pas, aux solutions, après avoir rappelé qu'il n'y a pas qu'un seul camp qui est coupable et aller vers le repenti pour le pardon, faire des propositions. L'une des propositions, c'est le dialogue politique. Moi, je suis membre d'un parti qui a pris part au dialogue politique. Et lors de ce dialogue politique, nous avons dit que ces questions d'ordre politique, CEI et autres, CEI, on avait déjà débattu, on s'est mis d'accord à un moment donné. C'est le PDCI qui, je ne sais pour quelle raison, avec EDS, ont décidé de partir d'eux-mêmes et après, ils sont revenus, ils demandent des places. On leur a dit, vous pouvez aller à la CEI centrale. Ils disent non, que pour prêter serment, il faut telle ou telle condition. Il y a encore des places pour eux au niveau des CEI locales. Normalement, les élections devaient se faire. Bon, ils sont représentés, ils représentent EDS, le groupe là. Voyez-vous? Donc, dans le sens de la paix, des choses sont en train d'être faites et des choses doivent continuer dans le sens de la paix. Puisqu'on avait arrêté que le dialogue politique devait continuer, moi j'invite, et je l'ai déjà fait quand je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai demandé au président Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Je suis allé voir Samba David, mon ami Samba David, à la Maka. Assouadou lui-même, je suis allé le voir à la Maka. Voyez-vous? Donc, il y a eu des gestes. Après ça, le président a libéré des prisonniers politiques. Nous avons félicité le président de la République. Mais quand les gens sont sortis, ils ont dit que c'est l'Éternel des armées qui les a libérés. Voyez-vous? Quelle ingratitude. Mais il y a des gens qui ont posé des actes d'atrocité, des actes militaires. Mais ils ne sont pas dans le même cas. Mais on peut demander la clémence. Mais il faut instaurer dans le pays un certain esprit de paix. Pas un esprit de violence, de chaos, d'anarchie. Et puis derrière ça, dit non, il n'y a pas de réconciliation. Mais la réconciliation, c'est dans les deux sens. Il faut que toutes les parties se mettent ensemble et qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation, ne pas se substituer aux institutions de la République et puis ne pas dire c'est nous la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire marche, les femmes de Côte d'Ivoire marchent, mais les autres. L'autre parlait des discours d'altérité. Nous et les autres, nous sommes les Ivoiriens, eux, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. La cohésion, c'est important. L'amour et la fraternité entre les fils d'un même pays, c'est important. C'est pourquoi nous invitons nos hommes politiques, Bédié et autres, de rompre avec le discours d'ethnicité. Quand il était au pouvoir, ce discours-là, moi qui fais l'analyse des discours, qui travaille sur les logiciels de testométrie, et j'ai étudié ces discours, vous voyez le pic des discours, des références, des occurrences qui ont lien avec le discours d'ethnicité quand il est au pouvoir dans sa stratégie de conquête. Mais quand il quitte le pouvoir, où il y a le front patriotique et tout ça, et qu'il se retrouve un peu seul, isolé, à la rue Beethoven à Paris, ce discours-là disparaît. Quand il revient dans l'alliance avec Ouattara, ce discours d'ethnicité disparaît. Dès qu'il quitte le pouvoir, on voit qu'il y a un nouveau pic. Ouattara devient étranger, ses militants deviennent étrangers, ainsi de suite. Mais ce n'est pas bon comme stratégie de conquête du pouvoir. Donc, je vais terminer pour dire les Ivoiriens doivent se rassembler, doivent être unis. On vous a bien compris. On vous a bien compris, s'il vous plaît. Oui, vraiment, merci. Je pense que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où nous qui sommes les hommes politiques, nous devons apprendre à être sages. À commencer par ceux qui nous gouvernent actuellement. Il faut aller à l'apaisement. Mais on ne peut pas parler d'apaisement comme ça dans le vide. Il faut poser des gestes. Je vous dis, Ali, ça fait aujourd'hui 10 ans, jour pour jour, il y a des militaires qui croupissent encore en prison. Il faut que le pouvoir accepte de les libérer. Il y a des hommes politiques qui sont aujourd'hui, il faut un dégel. Il faut permettre aux Ivoiriens de s'exprimer. Il faut que la loi soit la même pour nous tous en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, il me parlait des massacres, mais les massacres de Yopougon, il n'en parle pas. Mais ça fait partie de l'histoire de notre nation. Et l'histoire de notre nation doit retenir qu'à un moment donné, il y a eu la guerre. Et cette guerre-là, ça a engendré beaucoup de morts. Et dans cette guerre, tout le monde a été fautif. Et dans cette guerre, il y a eu... Les victimes ne sont pas RADP seulement. Les victimes, c'est tous les Ivoiriens et de tous les partis politiques. On est d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que le pouvoir sache que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux
ne sont pas à abattre. Ce sont des gens avec qui aussi il faut discuter. Donc il faut que nous luttions contre l'intolérance en politique. Et le droit à la différence aussi. Et le droit à la différence. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela que le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien, exhorte les Ivoiriens à l'apaisement. Aux autres. Non, on leur a dit non, on ne refuse pas aux autres. Vous refusiez. S'il vous plaît, M. Doumbia, s'il vous plaît. Écoutez, Doumbia, vous avez parlé et je parle on le laisse terminer. Et M. Pascal Affi-N'Guessan propose aux Ivoiriens les États généraux de la République. Il faut que la Côte d'Ivoire accepte de s'asseoir, qu'on passe au peigne frais les vrais problèmes qui ont miné notre nation pour qu'ensemble, on se donne la main pour développer ces pays. C'est pour cela que nous, au RPI, nous avons décidé de nous inscrire dans le jeu politique. Parce que c'est seul le jeu politique-là qui peut sauver notre pays. La CEI, je vais terminer par la CEI, la Commission électorale indépendante. Nous tous, RADP, FPI, PDCI, nous tous, on parle de l'indépendance de la Commission. Et puis en même temps, nous tous, on veut contrôler la Commission. Il y a un problème. Quand le RDR était à l'opposition avec le PDCI, ils se sont battus pour contrôler la Commission, pour pouvoir patrouiller les résultats. Aujourd'hui, ils se battent encore pour maintenir, c'est pour faire les mêmes choses. Mais pourquoi vous parlez d'indépendance? Et c'est ça qui fait que ça crée la suspicion. Et ça, là, ça ne nous permet pas d'avoir une élection apaisée. On vous a bien compris. Il faut qu'on se fasse confiance mutuellement. Il faut qu'on apprenne à respecter les institutions de ce pays. Il faut que le pouvoir sache qu'il y a une opposition et que le pouvoir là n'est pas majoritaire actuellement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre point de vue. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. C'est entendu. Non, je dis, je vous ai bien compris. Pas que le RADP, parce que la peur se trouve dans le cadre du RADP. C'est entendu. Félix Boni. Le RADP a peur. Merci, M. N'ayez pas peur, nous n'allons pas nous venger. M. Diabaté, s'il est tant difficile de vous prendre la parole, il me sera compliqué de vous la donner. Je voulais dire, la politique de l'oubli a permis à l'Allemagne de penser ses plaies et de se hisser à la première place au niveau de l'Union européenne. Oui, parce qu'il faut citer les bons exemples. Qu'est-ce qu'on veut obtenir en rappelant le passé douloureux? Je pense que c'est... Tout à l'heure, mon frère Doumbia a rappelé beaucoup de faits. Je pense que ce sont des faits sur lesquels on ne devrait plus rappeler ces faits douloureux parce que ça ne contribue pas à forger les nouvelles consciences de la nouvelle génération. Au contraire, c'est comme si on se retrouvait dans deux pays très antagonistes et puis chaque pays forgeait sa jeunesse à prendre la revanche des aînés. Il y a de nouvelles générations qui sont en train de pousser. Il ne faudra pas leur ressasser toujours ce passé douloureux pour que les gens intègrent cela, se renferment et continuent. Non, l'idée, ce n'est pas pour se renfermer. L'idée, c'est pour se servir des erreurs du passé pour changer les choses. J'ai rencontré Blé Goudé à la haie pour dire que j'ai pardonné. Mais quand on a fini de pardonner, on ne revient plus sur ça pour ressasser ces faits. D'accord, je vous ai bien compris. Nous sommes sur la place professeur. On a besoin de paix, on n'a pas besoin de... Bien, Félix. Je pense qu'effectivement, il est important pour construire une nation de connaître son histoire. Mais il est important que le fasse de façon équilibrée. J'ai peur que si on demande à des hommes politiques de le faire en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, chacun tire le drap de son côté, on n'arrivera à rien parce que chacun voudra toujours accuser l'autre. Par contre, si on arrive à le faire de façon... Après avoir réussi à trouver le moyen de se retrouver véritablement, de se repentir, on pourrait justement ensemble reconnaître ce qui a été mal fait. Et puis peut-être à ce moment-là, ça servira de leçon à la nation. Parce que les événements qui sont passés récemment, il y a eu malheureusement des morts dans tous les camps, il y a eu des criminels dans tous les camps. Et il est important que tout le monde puisse se reconnaître pour ensemble essayer d'avancer. Ce devoir de mémoire-là, lui, il va payer. Mais si c'est un devoir de mémoire qui est sélectif, malheureusement, une partie de la population ne se sentira pas concernée. Donc, ça sera comme le serpent qui se mord la queue. Absolument. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes. Dernière question que je vous pose, chers invités. Quelle doit être l'offre politique pour une Côte d'Ivoire moderne, rassemblée par les prochaines années? Guillaume Bateau. Oui, je pense que la première des choses, c'est que nos hommes politiques apprennent à respecter ce qu'ils disent, quel que soit là où ils se situent. C'est très important. Pour que les populations les respectent et aient confiance en l'action des hommes politiques, il faut que les hommes politiques apprennent à dire la vérité et à respecter ce qu'ils ont dit. Si tu nous as dit hier que tu ne peux pas être candidat, mais tu n'es pas candidat. Si tu as dit hier qu'à partir de 75 ans, on ne doit pas être candidat, mais si tu as pris 75 ans, tu vas venir dire que tu es candidat. Si tu as dit hier
qu'à 80 ans, je ne peux pas être candidat, mais à 80 ans, tu peux être candidat à 86 ans. Ça, c'est d'abord la première chose. Et ensuite, il faut que... Moi, je suis parfois gêné, en tout cas en tant qu'observateur, ces alliances qui se font juste parce que les gens ont des problèmes. On est avec X aujourd'hui, on travaille. Bon, si quelques promesses qu'on m'a faites ne m'arrangent pas, on change de camp et on se remet. Et celui contre lequel on était hier devient notre nouvel ami. Il faut que ça évolue. Il faut qu'on mette des débats sur des programmes, sur des projets de société. Exactement. Aristide? Oui, l'offre politique, surtout la formation. J'insiste là-dessus. Et je voudrais aussi dire à l'opposition d'éviter de faire l'école buissonnière politique et passer le temps à lorgner chez le voisin. Occupez-vous de que chacun s'occupe de son parti, organise son parti. On a vu Jospin en France, quand il a perdu face à Le Pen, il a eu tellement mal qu'il a dit « je quitte la politique », mais après il est revenu. Donc, les choses qui se passent dans les partis, on les laisse les partis faire leurs choses. C'est la conséquence de vie. Oui, mais conséquent parce que, je dis encore, parce que c'est la question de l'altérité de l'autre. Tant que les travaux de Darwin disent que le loup et le chien sont de races différentes, tant qu'on ne dit pas que le loup est supérieur au chien ou que le chien est supérieur au loup, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y en a dans les représentations lascosiens qui disent que nous sommes ivoiriens et les autres ne sont pas ivoiriens, à partir de ce moment, ça crée des problèmes. Il faut le rappeler. Maintenant, dans les propositions, c'est la formation. Je crois qu'on a un professeur, il y a 2 enseignants sur le plateau. Voyez-vous comment on manipule les populations? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un professeur titulaire de droit constitutionnel pour venir expliquer la Constitution aux gens? Non, on n'a pas. On peut revenir sur ce débat, Aristide. D'ailleurs, on est très court sur le temps. Félix, je pense qu'on parle d'offres politiques pour aller à des élections apaisées. C'est cela, allons-y. On ne peut pas revenir sur tout ce qui est... et en termes d'offres politiques, je pense qu'aujourd'hui, les débats de candidature de Ouattara, de tout le reste, c'est des débats qui sont clos. Comment aller à des élections apaisées? Je pense que ceux qui vont être candidats, il faudra qu'ils se retrouvent, qu'ils se disent qu'ils sont tous des Ivoiriens, qu'ils aient pitié des Ivoiriens, qu'ils nous donnent le sourire, qu'ils donnent le sourire aux Ivoiriens, qu'ils montrent qu'ils sont vraiment des frères et que les élections, ce ne sont que des compétitions, une simple compétition. Chacun va venir proposer son programme et celui qui sera élu sera le président de tout le monde et qui vont continuer à se serrer les mains. Ils nous ont donné cette image il y a quelques années. On a parlé des 4 grands, que les grands, c'est-à-dire ceux qui vont être candidats là, parce qu'ils seront vraiment des grands. Quand on a réussi à réunir 1% des 54 régions, c'est qu'on est vraiment grand. Que ces grands-là se retrouvent, qu'ils nous donnent le sourire, qu'ils s'entendent autour du minimum pour rassurer les Ivoiriens et que nous puissions nous lever pour aller voter sereinement, pour choisir parmi eux celui qui pourra être éventuellement le meilleur. C'est pas forcément parce qu'il sera le super meilleur, mais c'est celui qui aura été choisi par la majorité pour nous diriger. Donnez-nous ce sourire pour que nous puissions être sereins dans nos familles pour aller vous voter. C'est ce que je pense qu'on peut... Professeur, rapidement. Il faut dire qu'on te parle d'offres politiques. Évidemment, en ce moment, il faut reconnaître qu'on est polarisé beaucoup plus sur qui est candidat que sur qu'est-ce que les gens nous proposent. Des débats de personnes. Il y a des candidats quand même en Côte d'Ivoire qui depuis des années ont déjà décliné leur, je ne sais pas si c'était peut-être de nom, mais on le voit sur les réseaux sociaux, il y a certains partis qui ont déjà leur programme, etc. et qui en font la promotion. Hein. Il y a des candidats qui dialoguent avec les populations régulièrement. Mais on n'a pas l'impression que ça les rend plus populaires pour autant. Ça veut dire qu'on est dans une situation... Peut-être qu'il faut changer leur méthode aussi. Peut-être qu'il faut changer leur méthode, mais aussi on est dans une situation où on est quand même, pour une bonne partie de la population, plus supporter d'individus que militants de certaines idées, certaines valeurs. Donc ça fait que, évidemment, finalement, on a l'impression que l'offre politique, malheureusement, est un peu mis de côté par ceux qui doivent aller voter, puisque c'est surtout l'individu qui va intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au bout de 10 ans, on peut reconnaître au RHDP, au parti au pouvoir, de gros succès économiques, de gros succès en termes d'infrastructures. Et je pense que c'est indéniable, beaucoup de choses ont changé. Mais je pense qu'il manque des succès au niveau de la cohésion sociale, et on le voit rapidement, après quelques jours de marche, on voit que la cohésion sociale est à mal. On voit bien que la question de la réconciliation est inachevée. Donc je pense qu'aujourd'hui, on aurait tendance à espérer que ceux qui viendront, que ce soit le pouvoir qui poursuit, que ce soit un autre pouvoir, mettent l'accent sur le volet social, sur la réconciliation, sur la cohésion sociale entre les Ivoiriens, parce que j'imagine difficilement un développement qui va se faire avec une partie de la population contre une autre partie de la population qui serait spectatrice, ça me semble irréaliste. Très bien. Doumbia Major ?
Oui, je crois qu'il y a une question de formation politique en Côte d'Ivoire. De 1993 à maintenant, on a plus parlé d'individus. On a plus jugé les gens pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils font. Leur identité. On écrit des livres pour taxer tel de tel. Et ça a formaté les consciences de nos populations, non à un regard programmatique sur, n'est-ce pas, la société, sur les partis politiques, quel était leur projet de société, mais c'est qui dirige, qui est ivoirien, qui ne l'est pas, et voilà comment en plus de 10, 20, 30 ans, Bédié d'abord, Gbagbo après, voilà comment on a formé nos militants dans les partis politiques, comment on a formé les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça crée une situation. Mon voisin a parlé tout à l'heure de personnes qui font des propositions, mais qui ne sont pas regardées. Mais parce qu'on est dans une situation de cristallisation. Et quand on est dans une situation de cristallisation, les regards sont portés vers les extrêmes. Et ce sont les extrêmes identitaires, ce sont les extrêmes ethniques. Il faut rompre avec ce débat. Il faut aller à la véritable formation politique et idéologique de nos militants, des Ivoiriens, pour dire aux gens qu'est-ce que lui propose pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tel propose pour la nation, comment nous travaillons à unir cette nation, à créer la cohésion, la fraternité et l'amour entre les Ivoiriens et non à les diviser. Et je voudrais terminer pour dire que nous, au CPR, parce qu'il faut d'ailleurs que je parle un peu de nous-mêmes, c'est nous qui avons proposé le parrainage citoyen en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ça a été pris en compte. Nous faisons d'autres propositions sur la santé, sur l'adressage, sur la retraite des paysans et autres. Je pense que c'est sur ces éléments-là qu'on doit juger les candidats et les hommes politiques. Très bien. Diabaté-Bert ? Oui, d'accord. Vraiment, je voulais vous remercier. Nous, au RPI, nous disons qu'il faut qu'on aille à la construction de notre nation. Et on ne peut pas aller à la construction de la nation sans tenir compte de notre diversité. Toute la diversité, oui. Ici, il n'existe pas une Côte d'Ivoire du Nord, il n'existe pas une Côte d'Ivoire du Sud, il n'existe pas une Côte d'Ivoire des musulmans, il n'existe pas une Côte d'Ivoire des chrétiens. Nous estimons qu'aujourd'hui, il faut que tous les acteurs politiques revoient leur discours dans un premier temps. Eux tous, sans exclusive. Parce qu'avec AFI, nous avons revu notre discours et vous n'allez jamais entendre des discours de tribalisme dans les propos de notre candidat Pascal Affi-N'Guessan. Parce qu'il pense que ce sont des discours qui peuvent enflammer toujours la situation sociopolitique. Aujourd'hui, ce que nous demandons, Affi dit « Je suis pour la paix en Côte d'Ivoire, donc je propose les EGR. Je demande qu'on libère les prisonniers pour qu'on aille quand même à une décrispation, pour que tous les citoyens se sentent quand même concernés par les élections qui vont venir. Nous demandons aussi de faire confiance aux institutions. On a une CEI qui est là. Si on veut avoir des élections apaisées, il faut qu'on les juge sur les faits. Il faut juger les gens sur les faits. Très bien. On a décidé de renouveler les structures, les CEI locales. Ça va se faire. Donc, jugeons les gens sur les faits. Merci beaucoup, Diabaté-Bert. Merci infiniment à vous, Doumbia Major, professeur Bogui, Félix Boni, Aristide Nkenda, Guillaume Bateau. Merci à vous, chers invités, d'être venus décrypter l'actualité avec nous sur le plateau de NCI 360. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Monsieur Dodo Gwali Basile. Il est député membre du bureau politique du PDCI-RDA. Ce sera après cette petite pause. Retour sur le plateau de NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission, en interview, nous avons le plaisir d'accueillir M. Basile Gwali Dodo. Il est député membre du bureau politique du PDCI-RDA, porte-parole du parti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question, si mes souvenirs sont bons, en juin 2016, à Vavois, vous annonciez votre candidature pour la prochaine présidentielle. Effectivement, mais quand je l'ai dit, j'ai ensuite dit que ma candidature s'arrête là où commence la candidature du président Henri Konan Bédié. C'est cela. Et la candidature de Bédié a commencé. Tout à fait. Alors, première question, commentaire des mouvements de protestation qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire. On a vu Bonois, Divo qui ont été émaillés de violence. Quel commentaire faites-vous? Bon, écoutez,
le 6 août 2020, à la veille de l'indépendance, au moment où les Ivoiriens attendaient que le président de la République annonce fait des annonces vraiment au-delà qui peuvent plaire à la population. Ce serait quoi, par exemple, Par exemple, la libération des prisonniers politiques, la libération des députés qui sont détenus illégalement en prison, et ensuite aussi le retour du président Laurent Gbagbo, qu'on lui donne au moins sa carte d'identité, son passeport, le retour du Premier ministre Guillaume Soro. Au moment où on attendait qu'il fasse ces annonces-là, le président de la République, il profite d'une situation où il s'adresse à la nation ivoirienne pour parler de sa candidature. Nous regrettons ce qui s'est passé, mais c'est après ça, vous le remarquez, c'est après ça, mais les populations ivoiriennes ont demandé avec la société civile de protester. Et ils ont commencé à protester de façon légale. Une partie aussi des Ivoiriens estime qu'il a le droit de se présenter. Mais je suis en train de vous dire que cette partie a tort de dire que le président de la République a le droit de se présenter. Vous dites qu'il viole la Constitution. Expliquez-nous, parce que nous, on ne comprend pas comment est-ce qu'il viole la Constitution. Mais écoutez, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, la Constitution a été écrite, et vous savez, Non, citez-moi les articles de la Constitution. Mais écoutez, il y a l'article, comment on appelle, 483 de la Constitution qui dit qu'il ne peut pas être candidat. 183. Ah, d'accord. L'article 183. Qui dit quoi exactement? Je peux vous le citer parce que je vais vous citer cet article-là parce que c'est clair là. Hein. Voilà. L'article 183 de la nouvelle Constitution qui dispose que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Mais on a bien expliqué que ça ne... Vous m'avez demandé, oui. Vous voulez que je parle? Oui, allez-y. Voilà ce qui a été dit. Mais vous savez que l'article 35 de la Constitution de 2000 nous dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Dans l'article 55 de la Constitution de 2016, cela a été repris. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, il n'est rééligible qu'une seule fois. Et on nous dit que la législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire avec ce qui est là. Monsieur Bouhaddi, vous avez dit tout à l'heure que votre candidature, vous avez annoncé votre candidature en 2016, et vous avez dit que ça arrêtait 2018. En 2018. Voilà. Que ça arrêtait là où la candidature du président Bédié. Je ne comprends pas. Je n'ai pas encore bien compris cette logique. Vous êtes candidat. Mais j'ai parlé en français, je suis au PDCI. Oui. Je suis au PDCI. Mais Bédié n'était pas encore candidat en 2018. J'ai dit je suis au PDCI. Mais j'ai dit je suis candidat. J'ai annoncé ma candidature à la face du monde. Je ne me suis pas caché. Chez moi, à Vavois. Mais j'ai dit que ma candidature déclarée s'arrête là où commencerait la candidature du président Henri Konan Bédié. Je suis au PDCI. C'est moi qui connais l'histoire de mon parti. Quelle est cette histoire? Est-ce qu'on peut, nous qui ne sommes pas au PDCI... De toute façon, nous ne sommes pas venus faire pour l'histoire de mon parti. Nous sommes venus dire qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. D'accord. Maintenant que le président Ouattara a été investi par son parti, le RHDP, que va faire le PDCI dans la prochaine semaine? Mais écoutez, de toutes les façons, le président Henri Konan Bédié, nous nous préparons à aller déposer la candidature du président Henri Konan Bédié. Toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les districts ont donné leur, comment on appelle ça, leur parrainage au président Henri Konan Bédié. Félix Zoné. Ça dit que vous vous préparez à affronter le président Ouattara dans les urnes. Nous n'affrontons pas le président Ouattara dans les urnes, nous affrontons le prochain candidat du RHDP qui n'est pas peut-être Ouattara. Est-ce que ce n'est pas un déni de la réalité finalement? La réalité, c'est que le candidat du RHDP, le RHDP a investi un candidat, le président actuel, samedi dernier. Mais ça, c'est leur problème. Nous disons que nous sommes candidats. Et nous ne reconnaissons pas une candidature de Ouattara qui est anticonstitutionnelle. Donc le reste, là, nous, on ne parle pas. Est-ce que c'est en matière de paroles données, justement, beaucoup d'observateurs reprochent aussi au président Bédié, qui, il y a quelques années, avait dit qu'il ne serait pas candidat à plus de 80 ans, de venir aujourd'hui être candidat à 86 ans. Est-ce que cela ne décrédite pas un peu votre discours? Jamais. Je vais vous dire. Le président Henri Konan Bédié a été chassé par un coup d'État militaire. Il lui restait 10 mois pour finir son mandat. Et nous disons, dans notre réflexion, que depuis que le président Bédié a subi ce coup d'État, la Côte d'Ivoire n'a pas vécu des moments de paix, des moments de stabilité. Vous avez vu, le pouvoir du président
le président Laurent Gbagbo a été un pouvoir mouvementé avec son lot de rébellions et ainsi de suite. Le pouvoir même du président Alassane Ouattara a été aussi un pouvoir mouvementé. Il y a eu des choses, je n'ai pas envie de revenir sur certains détails. La Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Et nous disons au PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié, qui a permis au président Alassane Ouattara d'être président à 2 reprises, nous disons que le président Henri Konan Bédié doit revenir pour faire la réconciliation des Ivoiriens, pour réconcilier les Ivoiriens. C'est ça le combat du président Henri Konan Bédié, pour réconcilier les Ivoiriens. Oui, mais moi, le président... Et cette candidature, comme je le dis, c'est une candidature spirituelle. Pourquoi spirituelle? C'est Dieu qui va voter le 31 octobre. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est spirituel que c'est Dieu qui va voter. Expliquez-nous. Voilà. C'est une candidature spirituelle parce que depuis que Bédié n'est pas là, depuis qu'il a été chassé par un coup d'État, Bédié, la Côte d'Ivoire connaît des difficultés dans son cheminement. Mais le mandat du président Bédié aussi a été mouvementé. Il y a eu le boycott actif. Mais il a été chassé par un coup d'État. Moi, je ne parle pas de boycott actif. Je dis qu'il a été chassé par un coup d'État. Il lui restait 10 mois. Donc, il revient pour faire 10 mois. Dans le spirituel, Bédié demeure toujours le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais et toutes les années que le président Bédié a fait dans l'alliance RHDP, finalement, au pouvoir? Toutes les années qu'il a fait... Oui, toutes les années. Est-ce que ces années... Les 8 ans qu'il a fait avec le président Ouattara. qu'il a fait avec le président Ouattara... Il a fait 8 ans aux côtés du président Ouattara. Il n'a pas fait 8 ans avec le président Ouattara. Le président Ouattara était le président de la République. C'est lui qui est l'inspirateur de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est lui qui développe son pays. C'est lui qui a son programme de gouvernement. Bédié était là en tant que quelqu'un qui pouvait lui donner des conseils s'il le veut. Mais ce n'est pas Bédié qui gouverne. Est-ce que le président Bédié n'est pas finalement comptable d'une partie du bilan du président Ouattara? Il a regretté d'avoir donné sa caution à Alassane Ouattara. Il a regretté d'avoir supporté Alassane Ouattara. Il a dit « je le regrette ». Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de bénéficier des largesses de quelqu'un pendant 8 ans et puis, parce que justement... Vous parlez de bénéficier, c'est Alassane Ouattara qui a bénéficié des largesses de Bédié ou bien c'est Bédié qui a bénéficié des largesses de Ouattara? Faire de quelqu'un président de la République, vous savez ce que ça signifie? 2 fois. Lui donner la chance d'être président de la République en 2010, se renier en 2015 à travers l'appel de Daoukro pour lui permettre d'être président de la République au moment où tout le monde parlait en bien de lui. C'est l'homme à tout faire, il est très bien, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens ont voulu faire disparaître le PDCI RDA. Il a dit non. Il s'est désengagé. Où est le problème? On reproche au président Bédié aujourd'hui de faire alliance avec les adversaires de Faux-Boigny, c'est-à-dire avec le FPI aujourd'hui, Laurent Gbagbo notamment. Mais Laurent Gbagbo n'est pas adversaire du Faux-Boigny. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un de principe. Il a été opposant, c'est normal. C'est un homme de principe. Mais est-ce qu'il y a une différence entre opposant et adversaire? C'est tellement différent. C'est tellement différent. Un opposant, il s'oppose. Il a des idées à donner. Voilà, un adversaire, c'est autre chose. Alors, honorable, je veux savoir, à 86 ans, Bédié a été quand même président pendant 6 ans. Quel était son bilan, les 12 chantiers des fonds d'Afrique? Est-ce qu'il revient avec ça? Mais écoutez, vous connaissez ce que Bédié a fait ici. Parce que vous avez tendance à dire non, Bédié, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique ont été arrêtés par un coup d'État militaire. Vous savez très bien qu'il devait faire le 3e pont. Le 3e pont, là, il a indemnisé tous ceux qui habitaient sur ce chemin-là. Il les a indemnisés jusqu'à ce qu'on lui fasse ce coup d'État sordide. Non, on dit bien les 12. Je parle des 12 chantiers, mais quand il va revenir, il a un autre programme. Il a tout fait ici. Qui a construit le palais de la culture? Vous croyez que Bédié n'a pas fait de goudron? Qui a construit le palais de la culture? Là où vous partez, vous pavardez chaque fois. C'est Bédié qui l'a fait. Le vous n'est pas mis pour nous, j'espère. Je parle de... Enfin, je propose que le discours soit un peu moins tendu. Moi, je voulais savoir, à 86 ans, qu'est-ce que le président Bédié va apporter, qui n'a pas pu apporter à la Côte d'Ivoire depuis le président Bédié près de 50 ans qu'il fait la politique en Côte d'Ivoire? Je vous écoute. Le président Bédié est d'une lucidité extraordinaire. Aujourd'hui, ce que recherche notre pays, c'est la réconciliation. Le président Bédié vient pour réconcilier les Ivoiriens et pour assurer la transition générationnelle. Réconcilier les Ivoiriens, y compris le RHDP? Mais attends, le RHDP, c'est des Ivoiriens. Pour réconcilier tous les Ivoiriens. On ne peut pas réconcilier les uns et puis oublier les autres. Il faut que je vous dise, au-delà des considérations politiques, le président Bédié, il est chef de famille de Ouattara.
au-delà des distances que nous avons, au-delà de certaines incompréhensions sur le chemin politique. Mais si ce sont des incompréhensions, pourquoi finalement on n'a pas mis l'intérêt supérieur de la nation au centre le 11, c'est mis pour trouver un consensus? Le 11, c'est mis pour qui? Pour l'ensemble de la classe politique. Le président Ouattara et le président Bédié qui étaient ensemble. Oui, mais attends, le président, il revient au président Ouattara de certainement appeler son aîné et puis pour en parler. C'est tout. Honorable, nous sommes en Afrique. Il y a des choses qui peuvent aller vite. Mais aujourd'hui, bon, si les démarches ne sont pas faites par le président Ouattara, ce qui est sûr, nous, on va aux élections. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le président Bédié est disposé à l'ouverture. Le président Bédié, il vient pour réconcilier les Ivoiriens. Il est disposé à l'ouverture. Quand il est sorti, quand le président Laurent Gbagbo a été libéré de prison, mais le président Bédié est parti lui rendre visite. Est-ce qu'il ne sait pas dire que... Mais que dites-vous de ceux qui pensent que cette visite était opportuniste? Mais c'est leur avis. Dans la vie, il faut laisser les gens libres de penser ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Le président Bédié avait dit en 2011 que le président Gbagbo, mais ce qui lui arrivait, qu'il était là, bien là où il était? Il a dit, et le président Gbagbo l'a reçu, et ils ont parlé. Ils ont parlé et ils ont donné certaines choses, certaines directives par rapport à la continuité de la marche, à la continuité de la Côte d'Ivoire au sein de leurs deux partis. Félix Bonim. Que pèse le PDCI aujourd'hui lorsque les cadres qui sont sortis disent être partis avec la substance du parti? Mais ils racontent leur vie. Ils racontent leur vie. Vous savez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Personne n'est parti. Ce sont des cadres qui sont partis. Les militants, la base du PDCI est là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et ma question honorable. Allez-y. Qu'est-ce qui explique, vous qui vous parlez de démocratie, vous avez refusé que le jeune KKB se présente à la candidature à la Convention? Vous n'êtes pas au courant des informations parce que personne n'a refusé que KKB se présente Je n'avais pas fini ma question. Quelle est votre histoire avec le président Bédié? Merci, mais je vais répondre d'abord à vos questions. Ouais. Le jeune KKB, vous parlez de jeune KKB. KKB, il était déjà parti. Et parti puis après, où? Il est parti, on ne sait pas où. Et puis il est revenu. Donc quand vous dites parti, il a quitté le parti? Il n'était plus... Il était en rupture de banc avec le PDCI-RDA jusqu'à un certain moment donné. Et en octobre, j'allais dire peut-être octobre 2018, KKB est venu juste après ma conférence de presse où j'ai dit que ma candidature s'arrêtait où commence la candidature d'Henri Konan Bédié. KKB est venu pour se mettre au service du PDCI-RDA. Il a même dit à plusieurs reprises que le président Bédié est désormais son candidat. Jusqu'à la dernière minute. Et un jour, à la une d'un journal, que je peux citer si vous voulez, le journal Le Matin, c'est écrit que KKB veut trahir Henri Konan Bédié. Le même KKB est venu démentir qu'il n'a jamais changé d'un iota que Bédié est son candidat. Et puis le lendemain, 3 jours après, au moment de déposer des dossiers, KKB va déposer ses dossiers. Mais il y a un manque de cohérence. Il avait le droit ou pas? Il avait le droit. Mais je veux dire, c'était pour dire qu'il y a manque de cohérence. Tu ne veux pas dire jusqu'à la dernière minute que je suis avec toi, et puis le lendemain, tu vas déposer des dossiers. Il n'est pas dit de déposer des dossiers. Mais... Et comment on appelle ça, honorable? Comment on prend une telle décision? Comment on appelle ça? Mais c'est vous qui pouvez connaître ça. Ah non, mais c'est chez vous, ça se passe. Ah non, alors, honorable... C'est vous qui pouvez me dire. Bien, honorable. Parce que moi, je dis qu'il a été incohérent avec lui-même. Il est parti déposer ses dossiers, et puis ces dossiers ont été rejetés. Était-il en règle ou pas? Ces dossiers n'étaient pas en règle. Il y a eu des falsifications sur ces dossiers. Que tantôt, il dit que les militants à Port-Boué, tantôt c'est à Bokanda, et des papiers qui ont été donnés, c'était pas juste. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous bloquez déjà les candidatures. Quand vous serez au pouvoir, on va vous donner la permission pour respirer, honorable. À moins que vous ne... Est-ce que vous pensez ce que vous dites? Je suis en train de vous dire que les dossiers des KKB n'étaient pas au complet, il y avait des falsifications. Et nous avons des juristes de renom qui ont regardé, qui ont dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est entendu. Honorable, au terme de cette interview, quelle sera la valeur ajoutée de l'offre politique du PDCI-RDA pour la prochaine présidentielle? Écoutez, le PDCI-RDA, la première des choses du PDCI-RDA, c'est d'organiser la réconciliation avec les autres partis, EDS, avec les autres groupements politiques EDS, Front populaire ivoirien, et ainsi de suite. Et même avec le RHDP. Il faut faire la paix, la vraie paix entre les Ivoiriens. Ça, c'est la première démarche du président Henri Konan Bédié. Et puis après, nous allons nous attaquer, évidemment, à l'école, à la formation. Au-delà de l'éducation nationale, il y a la santé. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur. Très bien. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens aient peur de toutes ces actions folkloriques que nous voyons un peu partout. De toutes ces annonciations de campagne du président Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara a déjà fait ce qu'il pouvait faire.
nous allons revenir pour reprendre les choses à main. C'est entendu. Merci. Merci à vous, Basile Gouali Dodo, député membre du bureau politique du PDC-RDA, par ailleurs porte-parole de la formation politique. Merci d'être venu répondre aux questions de NCI 360. Merci à vous, chers confrères. Merci. Félix Boni, Aristide Nkenda, Guillaume Bateau, qui avaient participé à cette interview. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.